Voilà, j'espère que tout le monde voit bien les slides. Donc, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je suis Marc Faucon, je suis le responsable des opérations euh, au sein de l'unité procédés laser à Alphanov, qui est un centre technologique optique et laser basé à Bordeaux. Donc, je vais commencer par une petite introduction pour vous présenter Alphanov. Donc, Alphanov est localisé à deux endroits, à Bordeaux et à Talence. Euh, à Bordeaux et à Limoges, pardon. Donc hébergé par XLIM à l'Université de Limoges à Limoges et dans l'Institut d'optique d'Aquitaine à Talence sur le site de l'Université de Bordeaux. Donc Alphanov est le centre technologique du pôle de compétitivité Alpha RLH, route des lasers et des hyperfréquences, qui est le résultat de la fusion du pôle de compétitivité route des lasers et du pôle de Limoges des hyperfréquences. Alphanov en quelques chiffres, donc c'est une association loi 1901 créée en 2007. Donc nous avons actuellement 82 employés pour un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros en 2019. Et donc nos missions sont le développement technologique de la région Nouvelle-Aquitaine et cela passe aussi par le soutien à des porteurs de projets ou des entreprises, des startups donc qui sont hébergés à Alphanov. Nous en avons 5 actuellement. Et nous avons aussi nous renforçons des liens avec les universités, avec des laboratoires partagés, notamment avec le CELIA, le LPDZN ou encore des entreprises privées comme Amplitude ou MBDA. À Alphanov, les activités, c'est 4 départements. Un département source laser et composants fibrés avec le développement et la conception de lasers innovants, mais aussi tout ce qui est intégration de fibres optiques spéciales à cœur creux, spécialisées pour les lasers à impulsion ultra courte. C'est aussi tout ce qui est système photonique, donc tout ce qui est autour du laser et des procédés laser, donc électronique, informatique, bureau d'études, optoélectronique. C'est évidemment les procédés laser et le micro-usinage dont je fais partie. Donc nos activités vont de l'étude de faisabilité jusqu'à l'industrialisation des procédés, voire la réalisation de petites séries de pièces pour certains de nos clients. Et depuis le début de l'année, nous avons intégré la plateforme PILA, qui est une plateforme de formation continue sur les lasers, mais pas que, enfin optique et laser, mais pas que. Et donc nous avons la chance d'accueillir cette équipe depuis le début de l'année au sein de notre structure. Donc voilà une offre multiple. Et aujourd'hui, je représente donc les procédés laser et nous allons parler plus précisément des procédés laser pour les céramiques. Donc avant tout ça, quelques applications. Donc notre métier, c'est d'amener du laboratoire vers l'industrie des procédés ou des technologies innovantes. Donc nos domaines d'expertise sont variés, hein, ça va de la fonctionnalisation de surface jusqu'à la texturation, l'ablation, le démarquage, la gravure, la découpe, le perçage évidemment, mais aussi beaucoup les applications santé. Donc voilà quelques exemples de réalisation, de la découpe de verre, du marquage dans la masse du verre ou des matériaux transparents en règle générale, le marquage de saphir, tout ce qui est application de découpe, ici du laiton, le modelage d'acier, donc avec des lasers à impulsion un peu plus longue, tout ce qui est fonctionnalisation de surface, ici avec le noircissement des métaux, aluminium, cuivre, titane et acier, et aussi tout ce qui est texturation avec la génération de nanostructures sur les matériaux. Avec les lasers à impulsion ultra courte, on peut évidemment venir graver des matériaux très sensibles puisqu'on n'a pas de dépôt de chaleur. Ici, on a l'exemple d'une allumette. Des applications de perçage pour l'aéronautique avec des carbones à matrice céramique. Je reviendrai un peu plus tard. Et évidemment, tout ce qui est de la très haute précision, ici avec quelques exemples sur de la gravure de cheveux. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelques applications qui sont donc juste une petite représentation de ce qu'on peut faire avec les lasers, évidemment, appliqués aux céramiques, dans le médical, dans la microélectronique, dans l'aéronautique et le spatial, et aussi l'horlogerie. Et enfin, je finirai avec des perspectives, notamment sur les dernières avancées au niveau des lasers à impulsion ultra courte. Tout d'abord, le médical, avec la gravure d'implants dentaires, donc avec ici un laser picoseconde,
Donc, ce type de lasers sont considérés comme des lasers à impulsion ultra courte où l'interaction laser-matière se fait sans chaleur. Donc, puisque la matière, le temps de diffusion de la chaleur est plus faible que la durée de l'impulsion. Donc, on obtient avec ce type de laser de très bonne qualité d'usinage, sans effet thermique. Ici, on voit les deux zones gravées sur l'implant dentaire. Et donc, on voit typiquement ici le profil d'ablation, donc avec une rugosité inhérente à l'ablation laser qui peut être variable, mais on ne voit pas de fissuration, on a une très bonne qualité d'usinage. Donc, les débits matière, on peut obtenir jusqu'à 0,3 mm3 par minute et par watt avec ce type de laser. Et on n'a surtout pas de changement de coloration, ce qui est important pour la mise en forme des implants. Ce qui n'est pas céramique, mais de la dentine. Ce qui est intéressant de voir avec la dentine, c'est qu'on a le même type de qualité d'interaction. La dentine qui est un matériau un petit peu poreux, mais avec des débits matière évidemment beaucoup plus importants du fait de la structure du matériau, et toujours sans effet thermique, malgré la sensibilité du matériau à ces effets-là. Donc évidemment, en fonction des matériaux, on va avoir des débits matière plus ou moins importants. Pour les applications de microélectronique, j'ai choisi une application d'ablation sélective d'or sur alumine, toujours avec un laser picoseconde. Ici, la problématique, c'était de réaliser une ablation sélective ici sur ces zones-là, donc qui étaient recouvertes d'or, et de laisser une piste conductrice en or au centre la plus fine possible. Donc l'épaisseur de l'or était de 3 micromètres. Et comme on peut le voir, en paramétrant correctement ces procédés, son dépôt d'énergie, on obtient une ablation de la couche qui est positionnée sur le substrat sans endommager le substrat, tout en conservant évidemment une bonne qualité sur la piste en or au centre, sans délamination, c'est-à-dire sans perte d'adhérence de l'or, et en conservant évidemment, en retrouvant l'état initial de la céramique. Toujours dans la microélectronique, là c'est plutôt de la gravure fine d'alumine. Ici on voit ici la zone gravée avec une largeur de 50 microns et une profondeur de 30 microns. Donc ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'on retrouve bien le profil énergétique du faisceau laser qui est gaussien, donc qui en général n'est pas problématique pour les applications, mais qui peut être gênant pour certaines applications de perçage et pour de la découpe de précision notamment. Là encore, on peut voir ici qu'en fonction de la taille des grains, on peut avoir des grains qui vont sauter pendant l'ablation et l'enlèvement de la matière. Donc c'est un paramètre qui peut être important pour la céramique. Mais on n'a toujours pas de fissuration du fait du faible stress mécanique du matériau pendant l'usinage. On passe maintenant aux applications aéronautiques, avec d'abord la découpe et le perçage de carbone à matrice céramique. Donc, ce sont des lasers à impulsion plus longue, là ici millisecondes, et une épaisseur de 4 mm. Alors là, on passe plutôt sur des applications de robotique avec une tête de découpe, ici une tête Precitech, une tête de perçage. Et donc, l'objectif ici, c'est de faire des perçages droits dans un premier temps. Donc, vous voyez un petit peu le profil qu'on peut obtenir, donc quasiment sans conicité. Et ensuite, avec des profils, des perçages chanfreinés avec un angle de 60 degrés. Donc, on voit ici les qualités qu'on peut obtenir. Je suis désolé pour la qualité de la vidéo, ça bouge un peu. Et ensuite, on a ici la phase de détourage, de découpe de la pièce. Donc là, c'est toute la polyvalence avec le suivi, évidemment, 3D de la pièce. Donc là, en termes de qualité, on arrive évidemment à contrôler la géométrie par l'inclinaison de la tête. Et on obtient, même si on a des lasers à impulsion longue, des effets thermiques qui sont minimisés grâce à la tête de découpe et à l'ajout de gaz polinéaire au faisceau. Toujours pour l'aéronautique, là c'est la découpe de PZT, donc au laser femtoseconde, avec un trait de coupe de largeur de 45 microns, à peu près une épaisseur de 280 microns. Ici on voit le trait de coupe par la tranche. Et ici, on voit la qualité de la tranche avec une image MEB et ici un zoom. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on arrive à maîtriser la conicité sur ce type de céramique. Toujours pas de fissuration puisqu'on a des durées d'impulsion ultra courtes. Et on a des débits matière relativement importants qui peuvent aller jusqu'à 0,6 m3 par minute et par watt sur ce type de matériau. Toujours dans l'aéronautique, ici c'était un projet qui était réalisé en collaboration avec le laboratoire CELIA basé à Bordeaux et Amplitude System.
Donc c'est de la soudure froide par laser femtoseconde. Évidemment, le mot froid et soudure ne vont pas forcément ensemble, mais avec un laser femtoseconde, si on paramètre comme il faut son laser, euh, avec un dépôt d'énergie suffisamment important, on arrive à générer une accumulation thermique très localisée. Et on voit ici, par exemple, en utilisant cette accumulation thermique, on arrive à faire adhérer, souder deux lames ici de boroflotte. Donc on voit ici le trait de fusion en périphérie et en périphérie la zone affectée thermiquement. On a la même chose sur le saphir et ici avec la résistance jusqu'à 14 mégapascales sur le boroflotte et jusqu'à 2,6 mégapascales sur le saphir. Ici, on voit un petit peu ce que ça donne avec deux lames de saphir qui sont collées ou soudées ensemble. Et on voit ici la spirale au centre qui représente le cordon de soudure réalisé. Ce qui est intéressant avec ce procédé, c'est qu'on peut aussi réaliser sur des matériaux, ce procédé sur des matériaux hétérogènes. Ici, on voit un exemple céramique vert. Et donc, on peut, grâce à ces procédés-là, faire adhérer des matériaux homogènes ou hétérogènes sans colle. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on vient faire un collage moléculaire et on vient renforcer ce collage avec la soudure laser. Et on obtient des pics de contrainte qui sont de 2 à 2 mégapascales pour le saphir-saphir et jusqu'à 1 mégapascal pour du verre nitrure d'aluminium. Évidemment, ce ne sont que des preuves de concept aujourd'hui sur les possibilités que l'on peut faire pour ce type d'application. Et c'est très intéressant pour les applications aéronautiques puisque si on arrive à réduire la présence de colle, on va éviter notamment les dégazages et la pollution, notamment dans l'espace sur les satellites. Maintenant, je passe à l'horlogerie, notamment avec la gravure d'alumine, toujours au laser femtoseconde, donc avec une profondeur de 150 microns. Donc on voit ici les chiffres gravés sur la plaque et un zoom. Donc là, c'est pareil, un petit peu comme tout à l'heure. On a vraiment une sur pont avec des très très bonnes qualités en fond de gravure, des états de surface très très bons jusqu'à 0,5 micromètres grosso modo. La gravure de zircone aussi, profondeur 100 microns. Il faut dire qu'avec les lasers à impulsion ultra courte, on peut usiner tout type de matériaux, même les plus durs comme le diamant ou le carbure de silicium, sans aucun problème. Donc pas de changement de coloration. Là, j'ai pas d'exemple à vous montrer, mais on a la possibilité aussi d'usiner la céramique à l'état cru. Ce qui est intéressant avec la céramique à l'état cru, c'est qu'on a des débits matières qui sont 10 à 30 fois supérieurs à la productivité d'une céramique fritée. La problématique avec la céramique crue, c'est plutôt les tolérances, en tout cas le contrôle des cotes, puisque évidemment il va y avoir une réduction après à la cuisson de la céramique, et donc ce qui est compliqué à conserver, c'est les cotes des pièces gravées. En termes d'état de surface, on arrive à obtenir des états de surface jusqu'à 1 micron avec les céramiques à l'état cru, ce qui est relativement bon, et ça dépend évidemment de la taille des grains. Toujours dans l'horlogerie, donc ça c'était des travaux réalisés avec ISI, c'est le perçage et la découpe de saphir avec un laser sub-picoseconde à d'épaisseur 400 micromètres. Ici vous voyez des perçages avec un rapport de forme de 1, c'est-à-dire que le diamètre fait 400 micromètres ici sur l'épaisseur de 400 micromètres. Et vous voyez un petit peu l'influence de on va dire, en fonction du temps d'usinage, l'influence du temps d'usinage sur la qualité du perçage et sur sa conicité principalement. Ici, on obtient des conicités de 2 degrés avec un temps d'usinage de 25 secondes par trou, et on peut descendre le temps d'usinage à 5 secondes par trou et des conicités de 4 degrés. Sur ce type de procédé, on travaille avec un procédé dit par transparence, c'est-à-dire qu'on vient focaliser le faisceau sur la face arrière du saphir et on vient remonter progressivement en faisant de l'enlèvement de matière. Ce procédé-là a plusieurs avantages, et notamment de limiter la conicité, mais aussi d'éliminer les effets de bord qu'on peut voir sur une attaque classique de la face supérieure vers la face inférieure, où on peut voir notamment des effets indésirables en périphérie des perçages avec de la gravure et des éclats qui peuvent se former en périphérie.
Évidemment, ce procédé-là, on peut aussi le transposer sur des applications de découpe. On peut imaginer, évidemment, qu'on utilise le faisceau laser comme une fraise qui vient faire la découpe que l'on veut en forme. Et évidemment, les procédés peuvent être très rapides avec de l'ordre de la seconde par trou. Tout dépend évidemment les diamètres et les épaisseurs qu'on considère. Toujours l'horlogerie, ça c'est de la coloration intravolume de verre dopé à ions métalliques. Évidemment, ce sont les matériaux transparents toujours, et on peut imaginer transposer ce type de procédé-là sur tout type de matériaux transparents. Donc c'est une mire Siemens de 12 mm de diamètre, mire de Siemens, pardon. Donc c'est réalisé au laser femtoseconde. Et le principe de ce procédé, c'est de venir en fait créer des agglomérats de nanoparticules métalliques. Et ces nanoparticules, sous forme nanométrique, vont créer une coloration qui est dépendante de la nature de l'ion métallique qu'on utilise. Ici, c'est des ions métalliques argent, ce qui donne à l'effet nanométrique une coloration jaune. Pour l'or, par exemple, on va avoir une coloration plutôt rouge. Et cette coloration peut être modifiée en fonction du dépôt d'énergie sur le matériau. Donc on peut aller du jaune très très clair jusqu'au brun marron qu'on peut voir ici représenté. On a une autre type d'application aussi qui est le massage surfacique sur le saphir. Donc là, on vient créer des nanotexturations sur la surface du saphir qui ont plusieurs propriétés qui peuvent soit venir fonctionnaliser la surface, donc pour créer des surfaces antibactériennes ou pour modifier la mouillabilité de la surface, mais aussi pour créer des effets décoratifs, ici avec un effet diffractif multicolore. Donc voilà un petit peu pour les avantages de ce procédé avec une coloration ajustable. Évidemment, ce sont des procédés pour la coloration de verre dans la masse du verre, donc sans poussière et avec une très haute résolution. Ici, on peut le voir au centre de la mire de Siemens. Et pour ces procédés-là, on a des procédés extrêmement rapides puisque c'est des procédés en un seul passage avec des vitesses de balayage qui sont de plus de quelques centaines de millimètres par seconde en règle générale. Là, je vais faire un petit aparté sur les perspectives que l'on a sur les lasers à impulsion ultra courte. Vous voyez, j'ai fait un focus un peu plus important sur ce type de laser-là puisque c'est un petit peu notre cœur de métier, même si aujourd'hui on a beaucoup de compétences sur les applications avec des lasers à impulsion plus longue pour l'aéronautique, du fait des activités industrielles sur la région Nouvelle-Aquitaine. Et ce qu'on constate sur les lasers à impulsion ultra courte, c'est le domaine au niveau technologie laser qui bouge le plus rapidement aujourd'hui. Et les lasers à impulsion ultra courte ont longtemps été considérés comme des lasers permettant d'avoir de très très bonne qualité, mais avec des productivités relativement faibles. Aujourd'hui, sur le marché arrivent des lasers qui sont extrêmement puissants, des lasers autour de la centaine de watts depuis 2-3 ans. Et on parle aujourd'hui des lasers kilowatts à très court terme. Mais ce que l'on constate, c'est qu'il est difficile de maîtriser la totalité de ces puissances pour pouvoir transformer cette puissance moyenne en productivité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de laser, la montée en puissance jusqu'au kilowatt? Il y a deux façons de monter la puissance moyenne des lasers. C'est de monter l'énergie par impulsion ou la cadence de tir. Donc, on a des énergies en général qui sont de l'ordre du millijoule pour les lasers industriels et des cadences de tir qui sont de l'ordre de quelques mégahertz aujourd'hui pour ce type de laser-là. Donc, on se place ici sur la courbe, donc avec des cadences de tir du mégahertz et justement des énergies jusqu'à 1 millijoule à peu près. Pour optimiser la cadence, la puissance moyenne disponible, pour les très fortes énergies, on a un moyen très efficace pour optimiser l'utilisation du faisceau, c'est de faire de la mise en forme de faisceaux spécifiques. Donc, je vais vous montrer un exemple juste après. Et pour les cadences multi-mégahertz, l'idée, c'est de plutôt réussir à faire du balayage très rapide. On peut aussi faire du splitting de faisceaux et aussi d'utiliser ce qu'on appelle des super synchronisations. Donc, je vais d'abord commencer par les lasers avec des énergies un peu plus importantes et sur la mise en forme de faisceaux. Donc, nous avons entamé une collaboration avec la société K-Labs, qui est une société française basée à Rennes,
dont le métier est écrit dans leur logo, qui est Shaping the Light. Donc on est sur des lasers forte puissance et avec des énergies relativement importantes, quelques centaines de microjoules. Et donc on va faire de la mise en forme de faisceaux spécifiques. Je vais vous présenter là quelques travaux préliminaires qui ont été présentés en début d'année à Photonic West. Donc je vous disais tout à l'heure, pour la gravure des céramiques, typiquement avec un laser, on a un profil énergétique de type gaussien à l'entrée du laser. Et justement, avec des modules que développe K-Labs, on va pouvoir transformer ce profil gaussien avec un profil d'intérêt. Et nous avons travaillé avec deux profils différents. D'abord un pinceau donc qui fait 30 micromètres de large suivant cette section-là et 600 micromètres suivant cette section-là. Donc l'idée, quand on a des énergies importantes, c'est de travailler avec des surfaces de faisceaux beaucoup plus importantes pour évidemment traiter des surfaces plus rapidement. Sur cette longueur de 600 micromètres, on voit une très bonne performance du module puisqu'on a une variation de seulement plus ou moins 10% de l'énergie sur la totalité des 600 micromètres. En termes d'application, là c'était pour de la fonctionnalisation de surface, donc du noircissement métallique, avec ici du noircissement d'acier. Et on voit qu'on arrive relativement facilement à créer le noir, tout comme on peut le créer avec un faisceau gaussien non optimisé. L'avantage évidemment de traiter des surfaces très importantes et avec un profil de ce type-là, c'est qu'on peut évidemment réduire de façon drastique le temps d'usinage. Un autre type d'application, c'est d'utiliser le profil top hat. Donc là, l'idée, c'est de vraiment venir contrôler la conicité de l'usinage. Donc on voit ici le profil du faisceau qui est pas tout à fait top hat, mais qui a un profil plat en haut du maximum d'énergie. Et on arrive avec ce faisceau laser à obtenir des premiers résultats très très encourageants, notamment sur le perçage d'acier. Ici, on a un perçage de 1 mm de profondeur et avec une conicité qui est limitée à 2,2 degrés. Ce qui est vraiment extrêmement encourageant pour ces applications qui sont extrêmement difficiles traditionnellement pour les lasers à impulsion ultra courte sans optique spéciale de type de trépanation. Voilà pour la mise en forme de faisceau. Pour la partie multi-mégahertz, on a travaillé avec Amplitude System sur la super synchronisation qui s'appelle Femtotrig chez Amplitude. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité du laser qui permet d'éviter la totalité des défauts qu'on peut voir ici sur ces images. Donc on voit ici par exemple le faisceau laser qui vient s'arrêter à un angle et qui vient repartir ici avec un surtraitement en début de trajectoire. Et quand on parle de faisceau multi-mégahertz, évidemment, on parle de vitesse de balayage extrêmement rapide, de l'ordre de plusieurs mètres par seconde. Et on voit ici l'évolution de la trajectoire du scanner en fonction de l'augmentation de la vitesse. Ici, on est à 1, 2, 3 mètres par seconde. Et ici, on va au-delà de 5, 6 mètres par seconde, c'est-à-dire au-delà des spécifications classiques des systèmes de balayage de faisceaux. Donc, on utilise un laser Amplitude System équipé de la fonctionnalité Pulse on Demand Femtotrig à 800 kHz. Donc, c'est un laser UV 35 watts qu'on associe à un scanner Exeliscan et une carte RTC6 de la société Scanlab. Et voilà un petit peu les résultats qu'on peut obtenir. Ici, on voit l'évolution de la vitesse de balayage de 0,9 à 7,2 mètres par seconde. Et ici, on a les différentes façons de procéder pour réaliser une gravure. Ici, une lettre A. Avec ici la fonctionnalité Femtotrig. Ici, un balayage conventionnel. Et ici, un balayage qu'on appelle skywriting, c'est-à-dire que le scanner va au-delà de la trajectoire gravée pour prendre son élan, si je puis dire, pour éviter les surgravures, en fonction de la cadence de tir. Et ce qu'on remarque, évidemment, c'est que pour les vitesses les plus importantes, on a des surgravures très importantes pour l'usinage conventionnel. Pour le skywriting, on arrive à limiter ces effets-là. Et on obtient une qualité équivalente à celle qu'on obtient pour le Femtotrig. Par contre, la problématique, c'est que là, évidemment, on réalise beaucoup de trajectoires superflues qui nuisent au temps d'usinage. Donc, avec le Femtotrig, on arrive à avoir à la fois le temps d'usinage d'un usinage conventionnel
et la qualité du skywriting, ce qui nous permet d'obtenir des temps d'usinage réduits de 40% grâce à cette fonctionnalité d'impulsion à la demande. La voie aussi de l'augmentation des puissances moyennes des lasers, c'est évidemment le traitement des grandes surfaces. Le laser femtoseconde n'est plus aujourd'hui confiné à l'utilisation sur des petites surfaces ou sur des pièces de précision. Ici, je vous montre une petite vidéo qui a été réalisée dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle TRICLIN, qui vise à développer des surfaces antibactériennes. On utilise un laser qui délivre 200 watts à 10 MHz pour une durée d'impulsion de 350 femtosecondes. Et on voit ici qu'on arrive à traiter les surfaces avec un temps d'usinage de 12 cm² par seconde, donc des temps d'usinage très très importants, grâce à des vitesses de balayage de 200 mètres par seconde. Donc ici, la pièce traitée est un moule d'injection qui va être utilisé ensuite pour réaliser des réservoirs de machines à laver la vaisselle. Donc aujourd'hui, le laser femtoseconde arrive sur le marché des applications grand public grâce à ce type de développement. Voilà, en conclusion, j'espère que je vous ai convaincu que le laser pouvait usiner tout type de céramique pour tout type d'application, découpe, fonctionnalisation de surface, gravure, ablation sélective. On obtient une qualité, une productivité qui peut être ajustable en fonction des lasers qu'on utilise, en fonction de la longueur d'onde, mais aussi de la durée d'impulsion. Pour les lasers ultra brefs, on peut avoir des débits de l'ordre du dixième de millimètre cube par minute et par watt. Et on peut obtenir un facteur 10 sur les céramiques à l'état cru. Les rugosités moyennes sont largement inférieures à 1 micromètre, suivant les céramiques et les applications qu'on regarde. Et surtout, les nouvelles technologies de mise en œuvre permettent d'augmenter productivité, qualité et aussi les dimensions accessibles en termes de traitement de pièces. Voilà, je profite de ce webinaire pour vous souligner que nous sommes en train d'organiser avec le pôle européen de la céramique un workshop qui va se tenir à Talence, à Alphanov, le 6 octobre 2020. Donc, vous voyez ici le programme préliminaire qui est encore en construction. Donc, si vous voulez voir un petit peu les dernières avancées en termes de procédés laser, n'hésitez pas à réserver cette date et vous serez évidemment le bienvenu à Bordeaux pour participer à cette journée avec nous. Et évidemment, si vous avez des questions ou toute autre demande, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ici à cette adresse-là. Voilà pour moi. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Marc pour votre présentation. Est-ce que les participants ont des questions ? Alors non, on m'écrit que c'était très clair. Merci à l'intervenant. Bien. J'espère que ce n'est pas mes collègues qui ont écrit ça. Alors moi, j'ai quand même une petite question concernant le profil top hat. Quelles sont les limites de forme qui peuvent être, quelles sont les limites de forme qui peuvent être réalisées avec ce type de laser? Le profil énergétique avec les lasers est toujours gaussien. C'est intrinsèque à la conception des lasers. Le profil, après, derrière, on peut imaginer un petit peu tout type de profil avec des optiques spéciales ou des boîtiers, comme j'ai montré, développés par la société K-Labs, qui vont pouvoir vous faire un design sur mesure pour ajuster typiquement la forme du faisceau laser ou le profil énergétique du faisceau laser pour votre application. Ça vous permet alors soit de faire ce que j'appelle du beam splitting, c'est pas du bon français évidemment, c'est de la séparation de faisceaux, c'est-à-dire prendre un faisceau laser et le diviser en 4 pour par exemple traiter 4 pièces simultanément, mais aussi pour agrandir les tailles de faisceaux, donc pour mettre en forme des pinceaux, des carrés. Il n'y a pas de limite, si vous voulez, à l'imagination. Après, ça va dépendre vraiment du procédé. D'accord. Ok. Et du coup, en fait, donc c'est les nouveaux lasers femtosecondes. Du coup, vous dites que maintenant c'est utilisé en grande série, on va dire. Et au niveau du coût, en fait, de ces lasers. Les coûts des sources, ça va vraiment dépendre des puissances moyennes. On peut
compter c'est des lasers font partie des sources les plus onéreuses au niveau industriel, mais on peut compter pour des sources à partir de 250 000 euros, à peu près des sources amplifiées. D'accord. Ok. Ah, nous avons des questions. Donc, quelles sont les caractéristiques des lasers PS que vous avez utilisés? Les lasers picosecondes, alors ce sont des lasers Spark Laser, donc, qui est aussi une entreprise issue d'Alphanov. Donc ce sont des lasers, c'est le laser Sirius. Je ne l'ai pas précisé, mais il y a une application qui a été réalisée dans l'infrarouge et les autres plutôt dans le vert. Donc ce sont des lasers qui font 5 watts dans l'infrarouge et 2,5 watts dans le vert, avec des cadences de tir de 50 kHz à peu près. Et la durée d'impulsion, pardon, c'est 8-9 picosecondes à peu près. D'accord, merci. Nous avons également une autre question. Comment évoluent ces profils avec la propagation? Donc, je pense que c'était par rapport au profil Topaz, je pense. Alors oui, alors pour les profils gaussiens, en général, donc on voit au départ, on retrouve le profil énergétique du faisceau, donc on a un profil un petit peu gaussien typiquement. Plus on va large, on va dire, on va pouvoir obtenir un profil qui va ressembler à un profil trapézoïdal, c'est-à-dire qu'on va créer une certaine conicité, une certaine pente. On va pouvoir avoir un fond de cavité plat, donc on va retrouver ce trapèze. Et si on continue à creuser bien au-delà, on va vraiment avoir un profil conique, c'est-à-dire que le profil plat en fond de gravure va disparaître et on va vraiment avoir une pointe. Et là, en général, quand on arrive sur ces schémas-là, ça veut dire que la gravure en elle-même, le profil de gravure vient agir comme un piège à lumière un petit peu et on arrive à la saturation de l'ablation. Donc pour aller plus profond, il faut soit élargir la largeur de gravure ou soit utiliser plus d'énergie pour limiter un petit peu la conicité. D'accord, merci. Nous avons encore une autre question. Est-ce que la polarisation a un effet bénéfique pour le process des céramiques? Alors évidemment, la polarisation est un paramètre critique pour le process de tous les matériaux. Euh, donc en fait, on a une différence d'absorption, d'efficacité de l'ablation plutôt, en fonction de la polarisation incidente. En général, la polarisation doit être, si c'est une polarisation linéaire, doit être perpendiculaire à la trajectoire décrite par le faisceau laser pour maximiser l'efficacité de l'ablation. En règle générale, évidemment, quand on fait des formes complexes, on utilise plutôt des polarisations circulaires pour avoir un effet moyen euh, indépendant de la trajectoire réalisée. Après, il y a des polarisations un petit peu plus exotiques, on va dire, comme des polarisations radiales ou azimutales qui peuvent être utilisées pour les activités de perçage, notamment, pour limiter la conicité un petit peu. D'accord, merci. Et au niveau de l'usinage des céramiques en cru, est-ce que vous avez remarqué une différence au niveau de la microstructure là où vous aviez en fait usiné en fait le laser et à côté? Est-ce que finalement après fritage, vous avez quelque chose qui change ou Alors, pas du tout? nous on n'a pas fait le fritage. D'accord. Là, c'est des essais qu'on fait pour des clients et on n'a pas forcément le retour d'expérience. Ce que l'on sait, ce qui est difficile à maîtriser pour ces applications-là, c'est vraiment justement le respect du dimensionnel de la pièce finie. C'est-à-dire que nous, au laser, on peut respecter le dimensionnel théorique sur la céramique crue, mais après, tout est dans la cuisson vu qu'on a une perte de forme de quelques pourcents, voire une vingtaine de pourcents, et c'est pas toujours répétable. Donc du coup, on peut avoir des problèmes de tolérance. Oui, je comprends. Après, j'ai pas vu les pièces, si vous voulez, après cuisson pour voir si, notamment, l'état de surface est amélioré, puisqu'on a une rugosité en fond de gravure qui fait de l'ordre du micron. Mhm. Voilà, j'ai pas les informations sur ça. D'accord. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, on a un merci Marc, très clair comme toujours. Non, visiblement, nous n'avons plus d'autres questions. Moi, Écoutez, Marc, je vous j'en remercie. profite pour saluer Marwan, Merci. qui a travaillé sur le projet Trekking avec nous.
D'accord. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et surtout, n'hésitez pas à reprendre contact avec Marc si vous avez d'autres questions ou des idées de projet. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous.